Donc, eh bien, merci d'être là pour ce webinaire USA et Japon. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous pour faire le tour des marchés bio sur ces deux zones. Ouais. Donc, on vous propose l'ordre du jour suivant, c'est de parler donc en premier des États-Unis avec une présentation du pays, tendance du marché bio, comment est organisée la distribution. Ensuite, avec Lauriane et notre outil Mintel, les tendances catégories produits. Et ensuite, les perspectives et opportunités que vous pouvez avoir sur ces marchés. Et on va faire exactement la même chose côté Japon. Hop, et comme la semaine dernière, peut-être te présenter. Ah oui, oui, on va se présenter. C'est vrai, je dis tout le temps de me présenter. Bon. Désolée. Donc, moi, je suis Caroline Gérard. Je suis chargée de projet au cluster bio sur le volet international. Donc, ça va être tout ce qui est mission, salon, études de marché comme aujourd'hui et des rencontres qu'on peut organiser notamment avec les acheteurs. Et j'ai une deuxième casquette qui est l'accompagnement des entreprises sur le B2C via c'est un groupe qui fait partie de notre cluster et en fait on a des événements et bien sûr la mise en avant côté digital. Lauriane, si tu veux te présenter aussi. Et bonjour à toutes et tous. Donc moi, Lauriane Hubert, je suis en charge de la partie innovation au sein du cluster bio et notamment j'ai la mission notamment de faire de la veille et d'utiliser l'outil Mintel, et on va apporter du coup comme ça des exemples concrets de produits sur ces deux marchés. Hop, et j'ai aussi la casquette financement de l'innovation, financement privé. Et écoutez, on va commencer Voilà, donc notre agenda. Ouais, petit agenda avant de commencer, et puis après on fera un petit tour de table. Donc, ce qu'on vous propose à noter le 6 janvier 2023, on vous propose un webinaire d'information sur toutes les nouveautés et actions classiques que va vous donner le cluster bio en 2023, sachant que parmi les nouveautés de cette année, on va avoir des webcafés thématiques tous les premiers vendredis du mois. Ensuite, notre agenda, on va dire plutôt classique, le 19 janvier 2023, on a un atelier autour de la RSE qui va se dérouler en partenariat avec Cosmebio chez une entreprise adhérente, la Drôme Laboratoire. Donc, il reste des places, il me semble, 4 places, ce qu'elle disait hier, Marité. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à vous inscrire. Le 30 janvier, la rencontre bio locale dans le 42. Donc, l'idée, c'est d'aller sur un territoire donné, donc là, en l'occurrence, la Loire, et d'organiser, de mettre en réseau nos entreprises et les distributeurs de ce secteur-là. Ensuite, je te laisse la parole pour ton événement du 2 février. Le 2 février, on fait une rencontre adhérent cosmétique chez CVSense, la maison CVSense, qui fait donc des parfums pour les entreprises cosmétiques, donc des parfums naturels et bio. Il reste encore 3 places pour cette journée. Donc, n'hésitez pas à vous manifester s'il y a des choses qui vous intéressent. Biophare Vivanes, du coup, en février. Et ensuite, aussi en février. L'atelier innovation. Donc là, c'est un atelier de partage de l'idéation, donc vraiment sur du partage de bonnes pratiques entre adhérents sur la partie développement produit. Et notamment, on fera appel à des experts du réseau qui pourront être là pour vous permettre de challenger vos idées et d'apporter aussi des outils techniques pour vous aider à aller un peu plus loin ou peut-être un peu plus rapidement sur le développement de vos produits. Et en fin mars, on aura une formation sur les protéines végétales avec Nutrifees, cabinet de nutri-valorisation. Et 2 événements, du coup, en fin d'année. Donc, je te laisse pour Blind Days et je parlerai du deuxième sur l'international. Fin semestre. Qu'est-ce que j'ai dit? Fin d'année. Oui, fin d'année. Scolaire. Scolaire. Le 6 juin, donc les Bio Days conférences à Valence. Donc, c'est une journée de conférence. On va vous présenter tous les chiffres du marché bio en France avec les données GMS, Proxy, Magasin Bio. Et on aura des témoignages inspirants et on parlera de toutes les thématiques pour comment renouer la confiance et une croissance durable sur le secteur bio.
Et la partie export, on va vous proposer 2 journées de rencontres B2B autour de l'export. Donc, ça sera à la fois des ateliers thématiques, donc on peut aborder plein de thèmes. Hein, donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins, que ce soit autour du financement de l'export, que ce soit de l'export collaboratif ou d'autres choses. Des points sur des marchés qu'on va cibler et on va essayer de faire, on va faire venir des acheteurs pour rencontrer les entreprises du réseau. Donc, plus d'infos à venir pour cette rencontre de juin. Et du coup, n'hésitez surtout pas à faire, comme disait Caroline, remonter vos besoins parce que cette journée, elle est en cours de construction. Donc, plus vous donnerez des infos à Caroline, plus elle pourra du coup faire une journée pour vous. Voilà, sur mesure. Comme la semaine dernière, c'est important pour nous de mieux vous connaître. Donc, on vous propose un petit tour de table très succinct d'1 minute environ, max, avec votre nom, prénom, le nom de votre entreprise, si vous êtes déjà positionné à l'export, si oui, sur quel marché, et aussi quelles sont vos attentes par rapport donc aux zones qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire USA et Japon. Donc, je vais commencer par l'ordre d'apparition. Là, je vois à l'écran. Donc, j'ai Claire-Marie Lefebvre. Est-ce que Claire-Marie, vous nous entendez? Oui, elle a mis son micro. Et si vous voulez bien vous présenter en quelques mots. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Bon. Parfait. Ok, parfait. Excusez-moi, j'avais un problème de micro. Du coup, Claire-Marie Lefebvre, donc moi, je travaille pour Bureau Veritas Certification, notamment sur les sujets cosmétiques. Et donc, voilà, c'était intéressant pour moi d'être à l'écoute de votre conférence à ce niveau-là. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ensuite, est-ce que Martine peut se présenter? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Donc, je suis la collègue de Claire-Marie. Donc, moi, je m'appelle Martine Cateline. Je travaille aussi chez Bureau Veritas Certification et par contre, uniquement sur les produits alimentaires, agricoles et alimentaires. Donc, en certification biologique sur toute la France pour la partie accompagnement des entreprises, nouveaux porteurs de projets et puis aussi évolution de la réglementation et s'adapter au mieux en fait par rapport aux besoins des entreprises sur la certification, mais aussi par rapport aux débouchés et à bien comprendre en fait le contexte économique et le contexte de marché par rapport à notre activité. Voilà, je n'ai pas dépassé 1 minute, j'espère. Je passe la parole au suivant. Merci. C'est parfait, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Adeline. Oui, bonjour. Du coup, Adeline Védrine, je suis enseignante à Vetagrosup et du coup, je travaille sur une licence en agriculture biologique et du coup, je suis là pour ça. Et notamment aussi parce que à Vetagrosup, qui est aussi une école d'ingénieurs agronomes, on fait travailler les étudiants sur l'agriculture biologique et notamment sur l'agriculture biologique dans les autres pays. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait de participer à ce webinaire. Parfait, bienvenue. Merci beaucoup. Ensuite, Alexia. Oui. Alexia, s'il vous plaît. Ouais, bonjour, je suis la collègue d'Adeline Védrine, donc toujours Vetagrosup à Clermont-Ferrand. Et je travaille également sur la licence pro en agriculture biologique et aussi auprès d'un module ingénieur agro où on va leur faire découvrir des pays. On veut qu'ils prospectent comme ça dans la littérature le développement du bio dans certains pays. Donc voilà, ça nous intéresse aussi d'avoir une visibilité avant eux sur ce qu'est le marché du bio aux USA et au Japon. Super. Parfait. Merci beaucoup. Alors, donc Clémentine. Oui, Clémentine. Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille en tant que responsable nouveau business qui inclut l'export pour Happy Hours en BioValley. On est une entreprise qui fait des mélanges et de la torréfaction de fruits secs 100% bio, essentiellement en vrac, basé sur l'écosite de Heure dans la Drôme. Et par rapport à l'export, alors aujourd'hui, en fait, ça fait une petite année qu'on essaye de s'y développer. Comme je le disais à le dernier webinaire, c'est pas simple. On a commencé par Belgique, Allemagne et Suisse avec quelques touches quand même en Belgique et un peu plus compliquées sur les autres marchés. On n'a pas du tout étudié les USA et le Japon, mais je sais très bien que c'est des très gros marchés, très intéressants. Et voilà, et je suis là pour que vous me convainquiez que ça vaut le coup peut-être d'y aller, sachant que nous, notre réflexe, c'était ou pas. Mais notre réflexe, nous, premier, c'est que n'ayant pas beaucoup d'export, on s'est dit on va commencer chez les voisins.
Donc, c'est pour ça qu'on a commencé, Europe, dans des pays Mais limitrophes. la stratégie est bonne, hein, Clémentine, parce qu'après, là, on va parler aujourd'hui de grand export. Donc, il y a d'autres choses à prendre en compte. Et bien voilà, justement, il faut que j'ai ça en tête et parce que j'ai eu quelques rencontres avec des responsables export, justement, par exemple, les rencontres que vous avez organisées en juin. Et je me rappelle d'échanges avec certains qui me disaient, mais pourquoi tu ne vas pas en Asie? Pourquoi tu ne vas pas? Voilà. Et donc, je voudrais savoir si vraiment j'ai raison de ne pas y aller ou quoi. Enfin, qu'est-ce que ça implique, quoi. Voilà, sachant que j'ai travaillé moi-même personnellement et aux USA et en Chine en travaillant beaucoup avec le Japon. Donc, c'est des marchés que personnellement et professionnellement, dans mon passé, je connais bien. Mais voilà, dans cette expérience-là, dans la bio, etc., j'ai vraiment besoin d'apprendre des choses. Super. Puis n'hésite pas si tu as des petits points de culture, notamment au niveau du Japon, où là, les business manners, où c'est très, très, très carré au niveau du Japon, n'hésite pas à faire part de tes petites astuces si besoin dans le chat. Ouais, ça sera amusant. Je me suis beaucoup amusée à travailler avec les Japonais et les Chinois, qui sont très, très différents. Et donc, j'ai bien vu comment se comportent les Japonais. Ouais. Super. Merci Clémentine. Merci. Du coup, Cécile. Bonjour. Bonjour Cécile. Je ne sais pas si vous me voyez. On voit et on entend, c'est parfait. Bon, alors moi, je ne me vois pas, donc je ne sais pas si vous me voyez cadré, pas cadré. C'est parfait. C'est très bien. Donc, je travaille depuis 20 ans maintenant chez Bovetti Chocolat. Donc, c'est une PME d'une 30aine de personnes. On est situé dans le Périgord et 70% de notre production est en chocolat bio et commerce équitable, les deux. Voilà, donc je suis en charge, entre autres, de l'export. On est présent en Europe en bio et sur le marché des États-Unis, on est présent via un importateur qui à la base fait pas de bio, mais là comme on a sorti une très très belle gamme de Noël en bio cette année, il est parti sur cette gamme-là. Pour l'instant, on a un souci au niveau du chocolat au lait, par rapport à la réglementation, par rapport à la traçabilité du lait, des antibiotiques, des choses comme ça. Donc, ça nous limite un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait faire en termes de volume. Voilà, donc j'attendais de ce webinaire des infos sur la réglementation. Et au Japon, là, on est présent depuis la reprise de la chaîne, d'une chaîne de magasins bio française par Aeon, voilà, au Japon. Bio, c'est bon. C'est bon, ouais. On va en pour pas les citer. Voilà, donc on travaille avec eux régulièrement. Là, pas de souci. Il faut juste le certificat bio, demander à chaque commande à notre certificateur, à notre organisme certificateur. Voilà, donc le Japon, pour nous, c'est pas très compliqué. C'est plus au niveau des États-Unis où si on veut se développer, il va falloir qu'on voit au niveau de nos recettes. Enfin, parce que pour l'instant, on peut pas apporter la traçabilité. En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait remonter presque à la vache qui a fourni le lait pour faire le chocolat au lait. Alors, sachant qu'aujourd'hui, nous, on va… c'est une photographie vraiment des marchés. Oui, bien sûr. La Oui, distribution est organisée. On ne va pas jusqu'à la certification, mais après, on en parlera en fin de webinaire, mais vous pouvez toujours aller toquer aux portes à droite à gauche, genre il y a plein de personnes qui peuvent… Oui, bien sûr. Oui, mais c'était pour résumer un petit peu ce qui allait bien. Voilà. Non, mais c'est parfait, hein, mais voilà, je ne veux pas que vous soyez déçus non plus. Donc… Non, je sais bien que vous n'allez pas me donner la réglementation précise pour le lait. Oui. Il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et il reste Cédric. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Ah oui, je ne vois pas tout ça. Pardon, oui. Vous m'entendez? Cédric. Pardon, oui, c'est bon, on entend, désolé. Donc, je ne suis pas Cédric, je suis Vincent Morel, je suis son alternant. Bonjour Vincent. J'ai pris le lien. On est la société Gojo et donc on ne fait pas forcément beaucoup d'export. Donc, je dirais 95% de ce qu'on vend, c'est en France. Et on a déjà fait 2-3 commandes à l'étranger. Et donc, je viens pour en apprendre un peu plus sur les marchés et puis savoir du coup si on a un vrai intérêt à exporter, quoi. Très bien. Ok, super. Merci Cédric. Vincent. C'est pas grave.
Non, mais je suis Appelez-moi Cédric, c'est pas grave. concentrée. Cédric Vincent. Voilà, parfait. Merci. Du coup, on a Théa aussi. Je l'ai en lumière. Est-ce qu'elle nous entend, Théa? Bonjour. En attendant Théa, peut-être Romain. Oui, bonjour. 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 Donc moi, je suis à la société Saint-Jean. Oui. Je suis présent sur les marchés en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis, principalement. Et du coup, on est un peu au début de notre stratégie sur le continent américain. Et donc, voilà, c'est pour en apprendre un peu plus. Enfin, on n'est pas présent en bio, on est présent que sur du conventionnel pour le moment. Donc, voilà, c'est pour en apprendre un peu plus sur ce marché-là. Voilà, c'est ça. Parfait. Parfait. Bonjour. Bonjour Théa. Yes, parfait. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Pas de souci. Du coup, je m'appelle Théa Rod. Déjà, ça fait plaisir, je ne suis pas la seule alternante ici. Moi, je travaille chez GEA Invest à Aubière. Et nous, c'est une entreprise, on est surtout sur les bonbons artisanaux et sur la personnalisation des boîtes. Mais pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que nous, ça fait une petite année qu'on a déjà essayé de se développer à l'export, surtout aux États-Unis. Et effectivement, par exemple, en janvier, on a un salon à Las Vegas à faire et je suis là pour prendre toutes les réponses de mes questions que je pourrais avoir. Voilà. Parfait. Et du coup, on va conclure avec Jean-Pascal. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je suis Jean-Pascal Abdelli, je suis directeur de la société Elixence France. Nous sommes une société basée dans la Drôme. On est juste à côté de Happy Hour, justement, qu'on a vu tout à l'heure. Nous produisons des ingrédients naturels et bio pour les industries de la cosmétique, de l'alimentaire notamment. Et notre stratégie, c'est de développer majoritairement le bio dans nos activités. On est à peu près à 60% aujourd'hui et on souhaite aller plus loin, et notamment sur l'international. Et le Japon et les États-Unis sont des axes importants pour nous. On travaille déjà l'Asie et notamment le Japon avec des représentants, et on a notre propre filiale aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, je souhaitais essayer d'avoir des informations concernant l'évolution du bio sur ces marchés, notamment aux États-Unis, avec quel bio se développe-t-il, puisque je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes notions quand on parle de naturel et de bio entre l'Europe et les États-Unis. Ouais, c'est sûr. Ça va être le sujet de nos échanges. Parfait, ça nous met en jambes. Voilà, merci Jean-Pascal. On va commencer du coup tout de suite. Si on a oublié personne, je crois qu'on est bon. Ouais, je crois qu'on non, manifestez-vous, n'hésitez pas. Allez. C'est parti pour les États-Unis. Bon, la petite photo de Times Square, même si ça ne résume pas du tout les États-Unis, mais bon, il fallait bien en choisir une. Donc, au niveau de la présentation générale du pays, on est sur une population de 332 millions d'habitants, un PIB par habitant en dollars de 69 287 $, une croissance, mais qui est en 2020 qui était négative, mais c'était assez commun à plein de pays au monde, voilà, et une croissance qui repart à la hausse du PIB en 2021. Le taux d'inflation est un tout petit peu en dessous de chez nous, il est à 9% et ça concerne les biens de consommation. Donc, ils parlent anglais, ils ont donc en monnaie des dollars américains. Ce qui est important de noter, c'est que leur secteur agricole est très petit, alors que leur secteur de service est vraiment très fort parce que c'est plus de 80% du PIB. C'est une population en majorité qui est plutôt urbaine, avec 82 populations urbaines et 18% population rurale. Donc, les spécificités, bien sûr, c'est déjà que c'est un territoire qui est extrêmement vaste parce que les États-Unis, ça fait 17 fois la France. 52 États, 7 fuseaux horaires, donc c'est un des plus gros et un des plus grands marchés à l'export. Les Américains
ont un bon pouvoir d'achat, donc il y a de belles opportunités sur tout secteur confondu pour aller exporter là-bas sur ce marché qui est porteur. Et côté agro, en fait, les Américains ont une très bonne image des produits français. Donc ça, c'était pour vraiment des généralités. Quand on passe au marché bio, les chiffres. Déjà, les États-Unis, c'est le plus gros marché mondial pour les produits bio. Ça représente 41% du marché global et le chiffre d'affaires est de 63 milliards de dollars. Tout confondu, alimentaire et non alimentaire. Et le marché bio, il a été multiplié par 10 en 10 ans, donc sur la période 2000-2020. Donc, on voit qu'il y a une belle croissance. Pour ce qui est de la part alimentaire, on est sur 57,5 milliards de dollars avec une petite croissance à 2%, ce qui représente 6% du marché alimentaire total. Et le non-alimentaire, lui, représente 6 milliards avec une croissance plus importante qui est de 7%. Au niveau de la consommation de produits bio par habitant et par an, ils sont un peu moins dynamiques que nous, la France ou l'Allemagne, parce que vous pouvez le voir, ils sont à 148 € par an, alors qu'en France, on est, nous, à 188 et l'Allemagne, pour comparer, à 180. C'est quand même des populations qui vont acheter régulièrement en tout cas occasionnellement à 84% des interrogés des produits bio. Et ceux qui achètent régulièrement, ils sont quand même plus en dessous à 45%. Donc, qu'est-ce qui les pousse à acheter bio? Ça va être plutôt des aspects de santé, donc la santé, les valeurs nutritionnelles, donc des produits sains. Et sachant que maintenant, la protection de l'environnement, pour eux, ça apparaît plus comme un critère, une motivation importante. Il y a une enquête qui a été menée pour voir leur motivation par rapport au prix, s'ils étaient prêts à payer plus cher pour des produits bio. Et il y a quand même 44% des consommateurs interrogés qui étaient prêts à payer quand même 20% de plus pour des fruits et des légumes bio. Donc, au niveau de la géographie, le bio, ça va surtout se concentrer sur l'Ouest et plus particulièrement en Californie où il y a déjà plus de production bio sur ce territoire et c'est vraiment une concentration aussi de la consommation bio, même si on en retrouve aussi sur la côte Est autour de New York. Au niveau des imports, en 2020, il y a eu des imports pour une valeur de 3,7 milliards d'euros, soit quand même une croissance annuelle moyenne de 14% de 2016 à 2020. Donc, cette petite donnée, elle est importante. Ça veut dire qu'il y a des imports, donc pour nous, des exports. Pardon, pas de souci. Au niveau des labels bio, après, n'hésitez pas, pour ceux qui exportent déjà, si vous avez plus d'infos là-dessus ou des problématiques ou des astuces. Mais moi, ce que j'ai trouvé dans les données, c'est qu'en gros, depuis 2012, l'UE et les États-Unis ont signé une équivalence concernant leurs logos respectifs. Donc, du coup, les produits bio importés doivent être certifiés selon les règlements européens de l'agriculture bio. Pas de réaction par rapport à tout ça, je continue. Si, on peut poser une question à ce stade-là? Non, bien sûr. Non, d'accord. Non, mais je rigole, vas-y. Non, ça veut dire quoi une équivalence? Ça veut dire que si tu as le... Ça se passe comment en fait? Tu viens avec ton label européen ou tu peux d'emblée mettre le USDA organique parce que tu es labellisé? Non, je pense qu'il faut avoir... alors, ceux qui sont sur le marché, n'hésitez pas à aller dans les détails. En tout cas, ils ont une équivalence. Mais ça veut dire que toi, ton produit bio, il doit être certifié avec l'Eurofeuille, à minima. Après, pour apposer le USDA organique, je n'ai pas forcément les infos. Mais il y a sûrement une démarche, il doit y avoir une démarche administrative pour faire la demande d'équivalence, comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres pays. En fait. Oui, tout à fait. Ouais, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, permettez-vous. Oui, il faut. Nous, on peut vendre parce qu'on a le logo européen et donc il est reconnu par rapport à l'équivalence USDA, mais on ne peut pas appliquer sur nos tablettes de chocolat le logo USDA. Là, il faut effectivement faire des démarches supplémentaires. C'est ça. Je peux répondre si vous voulez, en tant qu'organisme certificateur, si ça vous intéresse. Ou alors, en très peu de mots, effectivement, équivalence, ça veut dire qu'un produit certifié bio selon le règlement bio européen,
peut être exporté aux États-Unis. Et je fais un petit aparté, il y a quelques exceptions. Donc, dans les exceptions, il y a quelqu'un qu'on a parlé tout à l'heure avec les produits qui comportent des produits d'origine animale. Donc, si on reste dans les produits végétaux, il y a bien l'équivalence. Donc, le produit, il est certifié bio selon le règlement bio européen. Et après, pour exporter, effectivement, il y a une démarche supplémentaire. Il faut juste penser à demander à votre organisme certificateur un certificat par lot, en fait, un certificat à chaque expédition. La marchandise devra être accompagnée d'un certificat par lot avec un format particulier donc un format posé par l'USDA pour pouvoir exporter le produit bio aux États-Unis. Deux petites exceptions. Donc, le vin, pour l'export du vin, on doit faire un contrôle complémentaire parce qu'en fait, on a une liste d'additifs et d'auxiliaires de fabrication qui n'est pas tout à fait identique. Et concernant les productions d'origine animale, là, effectivement, il faut pouvoir démontrer que les produits, toutes les matières premières à 100% ne comportent pas d'antibiotiques. Et là, on a une exigence de faire un contrôle supplémentaire sur toute la chaîne jusqu'à la première vache. Ce n'est pas seulement un contrôle dans l'industrie alimentaire, c'est le contrôle jusqu'aux exploitations agricoles pour être sûr qu'il n'y ait pas d'antibiotiques à aucun moment en fait, dans le cycle de vie de l'animal jusqu'au produit fini. Et l'étiquetage, j'essaie d'aller vite, l'étiquetage, en fait, il faut penser à demander à votre organisme de contrôler en fait, les mentions spécifiques d'étiquetage qui doivent figurer pour les produits exportés aux États-Unis, parce qu'ils ont aussi une règle spécifique d'étiquetage. Mais sinon, c'est tout à fait faisable pour les productions végétales. Je mets effectivement un petit alerte sur les produits d'origine animale. Là, c'est plus compliqué. Comme expliquait Clémentine. Voilà. Sur la partie non, c'était Cécile. Non. Cécile oui, tout à fait, Cécile. Oui, c'est ça. Du coup, ce qui est bien, Cécile, c'est que déjà, vous avez une piste par rapport à ça. Et moi, je voulais juste en profiter parce qu'on va avoir le même… on en reparlera pour le label JAS. Justement parce que c'est vrai que du coup au Japon parce que j'ai des données en fait mais c'est vrai que c'était pas hyper clair donc merci beaucoup. C'est Martine, c'est ça? Oui. Martine, merci pour ces explications, ça c'est vraiment super d'avoir ça en live donc merci beaucoup. J'en prie. Donc on va continuer pour les labels au niveau des consommations par catégorie de produits. Comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde, en fait, la première catégorie consommée, ce sont les fruits et légumes, 15% de part de marché, donc ça représente un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros, et ils ont une croissance de 4,5% en 2020. Après, la deuxième catégorie, c'est très régulièrement et aux États-Unis, les produits laitiers et les œufs. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2020, en fait, ils ont une croissance de plus 11% qui était induite par la pandémie. Sur ces catégories de produits, en fait, elle a été vraiment très prisée parce que les gens, du coup, ont surstocké parce qu'ils avaient peur des ruptures. Mais c'est en train de revenir à la normale, mais il y a eu un gros pic en 2020. Au niveau des cosmétiques. Alors, aux États-Unis, on l'a un peu évoqué en introduction, mais entre le marché naturel et le marché bio, en fait, le distinguo n'est pas si clair qu'on peut l'avoir. Encore que je mets des réserves chez nous, mais a priori, c'est encore plus compliqué chez eux. Le terme naturel n'est pas réglementé par le gouvernement américain. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est que les produits d'hygiène, les cosmétiques bio, donc naturels et bio confondus, ça représente 34,6% de la part de marché total en 2020. Le marché américain, lui, des cosmétiques bio est estimé à 1 milliard d'euros en 2021, avec une petite croissance de 3%. Et la catégorie qui est la plus prisée, d'habitude, on va dire, sur les autres pays, ce qui est général aux autres pays aussi, c'est le soin de la peau. Au niveau des certifications utilisées couramment, on va avoir EcoCert Cosmos, EcoCert Organic Cosmetics, Natru, Natural Product Association. Sachant que… Vas-y, Lauriane. Non, j'avais proposé à Adeline, si je ne dis pas de bêtises, aussi de Bureau Veritas sur la partie… Non, pardon, c'est Claire-Marie. Désolée. Si vous voulez compléter sur la partie cosmétique, n'hésitez pas. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, donc effectivement, le référentiel Cosmos, c'est un référentiel qui est international, donc qui peut être utilisé dans tous les pays du monde du moment où ça respecte la réglementation du pays, la réglementation locale. Par contre, un point qui est important, où je me permets juste de vous corriger,
Alors, c'est l'association d'Ecocer et Cosmos, c'est une possibilité, c'est-à-dire que là, c'est Ecocer qui certifie selon le référentiel Cosmos, mais c'est indépendant. C'est-à-dire que le référentiel Cosmos appartient à une association et il y a 12 ou 13 organismes de certification dans le monde qui existent, dont Bureau Veritas. Mais voilà, c'est pas... C'est plutôt Cosmos Organic, c'est le référentiel et pas le certificateur. C'est ça, en fait, il y a le référentiel Cosmos, en fait, et suite à ça, il y a plusieurs grades de certification, organique, natural, certified approved. Donc, c'est vraiment un standard qui appartient à une association parallèle. Mais effectivement, Ecocer est l'un des organismes de certification. Mais pas le Comme Bureau Veritas également. Oui, c'est ça, tout à fait, et 12 ou 13 autres dans le monde. Parfait, merci pour ces précisions en tout cas. On va continuer sur la structuration de la distribution, donc là, plutôt alimentaire des produits bio. Donc, comme on le disait, c'est quand même compliqué d'avoir des données précises sur les différentes parts de marché. Pourquoi? Parce que la frontière est floue. C'est compliqué de distinguer produits bio, produits naturels. Pourquoi? Parce que du coup, ils mélangent un peu tout. En plus, les magasins bio vendent des produits qui sont conventionnels healthy, donc ça mixe un petit peu, ça brouille le message. Même si on peut vous dire que la grande distribution, elle domine la vente de produits bio, avec aussi un gros développement des MDD dans les principales chaînes. Ensuite, vous voyez dans cette slide qu'on a quand même eu des données avec la ventilation par canal de distribution. Donc, tout ce qui est orange, je vous laisserai regarder les chiffres dans leur détail. Vous aurez la présentation sur l'espace membre. Ouais, je vous l'enverrai. Voilà, mais vous aurez toutes les infos. Je vous laisserai voir un petit peu plus dans le détail. Mais ce qu'il y a à noter sur cette slide, c'est qu'en orange, c'est la grande distribution. En gris, c'est la distribution spécialisée bio et naturelle. Et ensuite, on est sur de la vente directe. On va continuer sur du coup la grande distribution. Donc là, vous avez le top 5 des distributeurs aux États-Unis selon leur part de marché. Donc, on a Walmart en premier. Ils ont quand même quasiment 5000 magasins. En deuxième, on était assez surprise avec Lauriane, mais c'est Amazon Retail. Donc, eux, en fait, on ne va pas parler de Amazon en ligne, mais bien des points de vente. Donc, a priori, ils ont des Amazon Go, Amazon Fresh, tout un tas de petites structures, en fait. Plutôt proxy, des petits points de vente, type petite épicerie, mais qui va être bien spécialisée. Voilà, sur, par exemple, Amazon Go, c'est 100 caissiers, c'est ce qu'on avait vu. Amazon Fresh, ça va être tout ce qui est produits frais. Voilà. En troisième position, on a Costco, ensuite Kroger et Target. Donc, la grande distribution, c'est 55. Donc, elle domine, oui et non, parce que c'est quand même la moitié du chiffre d'affaires. Donc, elle est quand même bien. France, finalement. Ouais, finalement, ouais. Donc, c'est réalisé par la grande distribution. Le e-commerce, là, qui trouve bien sa place, comme on a pu le voir, parce que voilà, il y a des fortes progressions de vente en ligne bio. Pourquoi? Parce que déjà, tout ce qui est pandémie, etc., ça a vraiment permis à ce canal de se développer. Et puis aussi, les jeunes générations avancent aussi un peu dans l'âge, ont des besoins, commencent à faire des enfants, et eux, ils sont vraiment positionnés sur ce canal en ligne. Et aussi, il y a un effet de centralisation des achats, c'est-à-dire que le consommateur, il aime bien aller dans un point de vente et trouver tout ce qu'il cherche dans un seul point de vente. Donc, du coup, la distribution s'est adaptée et ont ajouté plus de produits bio dans leur rayon pour répondre à la demande des consommateurs. Au niveau des magasins spécialisés, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez large parce que ce n'est pas comme nous on connaît où un Leclerc ou un Biocoop, on va trouver à 95% des produits certifiés bio. Là, c'est vraiment très mix. Il va y avoir des compléments alimentaires, on peut avoir aussi des produits pour les sportifs ou d'autres produits naturels, healthy et pas forcément certifiés.
Donc, comment ça s'organise? Il y a environ 10 000 points de vente de produits naturels. Et donc, le top 3, on va retrouver en première position Whole Foods, qui a été racheté par Amazon en 2017. Donc, les spécificités de Whole Foods, c'est qu'il y a un très large choix de produits. Après, ils sont quand même réputés pour avoir un positionnement de prix assez cher. Et sachant que le grossiste le plus présent chez eux, c'est Unfi. Ensuite, on a Trader Joe's, pardon. Eux, ils sont sur un positionnement qui est à la fois bio, végétarien, épicerie fine et exotique. Et ils ont une petite gamme de référence, mais sur cette gamme-là, en fait, 80% sont en MDD. Et lui va s'approvisionner directement auprès des fournisseurs. Et dernier, enfin pas le dernier, mais parmi le top 3, donc c'est Sprouts Farmers Market. Eux, ils sont basés en Arizona. Ils ont quand même un tiers de leurs magasins qui sont en Californie, là, l'État le plus bio. Et leur grossiste attitré, c'est KiHi. Et pour info, sur la partie privée du site, vous avez les coordonnées de ces grossistes. Si dans votre prospection, dans votre développement, vous voulez les approcher, en tout cas, vous aurez voilà, des coordonnées sur la partie privée. Et du coup… Alors, on va rentrer un peu plus sur les produits. Là, ces données, elles viennent d'une base de données à laquelle le cluster bio est abonné, qui s'appelle Mintel. C'est une base de données internationale alimentaire, non alimentaire, et qui référence quelques centaines de milliers de produits. Donc là, du coup, je vous donne sur les 5 dernières années, sur un échantillon donc, de 99 631 produits lancés qui sont référencés sur la base de données. Donc, comment ils référencent sur la base de données? Ils achètent un produit, ils prennent les photos de toutes les faces du pack, donc produit pré-emballé, et toutes les allégations sont retranscrites dans une base de données. Donc, ça nous permet de faire des analyses. Donc, sur presque 100 000 produits, on en a 14 000 qui sont certifiés bio ou qui utilisent des ingrédients bio. Quand on regarde l'évolution sur les 5 dernières années, on voit que sur le côté biologique, on est plutôt stable, autour de 12% des lancements qui sont en bio. Et on voit que les allégations véganes et tout ce qui va être empreinte carbone est plutôt stable, autour de 8% des lancements, présents sur à peu près 8% des produits lancés. Quand on regarde les allégations les plus utilisées en Food and Drinks, donc en alimentation et boissons aux États-Unis, c'est quelque chose qui est pour le coup très différent de ce qu'on a pu voir sur Danemark et Suède la semaine dernière, ou qu'on va voir même sur le Japon. La première allégation qui apparaît sur les produits lancés, donc tout produit lancé alimentaire, c'est la mention cachère sur 40% des produits. Pareil, assez différent des autres pays, tout ce qui est allergène, sans gluten, qui a un peu perdu de vitesse en France, par exemple, et a priori, c'est une allégation qui est très présente sur les produits vendus aux États-Unis, les conservateurs, et on voit que finalement, la revendication biologique n'arrive qu'en 9e position. Donc, on voit qu'il y a des problématiques qui sont en tout cas assez différentes des pays européens, et qui peuvent du coup être des choses à mettre en avant éventuellement sur vos packs si vous faites des packs spécifiques pour ce marché. Les catégories les plus dynamiques cette fois-ci en bio, assez classiques pour le coup par rapport aux autres pays qu'on a pu analyser sur les autres semaines, les boissons chaudes, thé, café, tisane, infusion, les produits laitiers, puisque on a vu que c'était les produits les plus, deuxième catégorie la plus consommée, sauce et assaisonnement, donc fruits et légumes évidemment, et tout ce qui est encas et snack. Donc ça, c'est ce qu'on a pu également voir sur la Suède et le Danemark. Donc c'est souvent ces catégories-là qui ressortent avec le plus de lancements en bio. Si on regarde les 10 sociétés qui ont été les plus dynamiques sur les lancements bio sur les 5 dernières années aux États-Unis, et bien finalement, elles sont quasi toutes, c'est quasi toutes des marques distributeurs qui lancent le plus de produits, sauf Lucerne Foods, où j'ai mis des petits produits en dessous, plutôt autour des produits laitiers. Donc on voit quand même, c'est pas évidemment la totalité des acteurs, mais c'est ceux qui ont fait le plus de lancements. L'histoire ne dit pas si c'est des lancements qui ont été une réussite, hein, évidemment. Et là, vous pourrez vous poser un peu sur les exemples de produits, mais voilà, via la base Mintel, on peut voir évidemment quels produits
a été lancé. Donc, je vous ai mis des exemples de Whole Foods, de Wegmans, de Target, donc plutôt des MDD. Donc, vous voyez, c'est des lancements donc, qui ont été, des produits qui ont été achetés en novembre-octobre 2022, donc très récents. Vous voyez un peu les prix qui sont pratiqués, taille de packaging. Voilà, s'il y a des choses où vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter après. Évidemment, c'est sur du, enfin évidemment non, mais c'est sur du pré-emballé, je le rappelle. Et là, Go Macro, Pura Vida Foods, Gut Feeling, on voit que voilà, tout ce qui est aussi santé, nutrition, c'est important. Et puis le côté plutôt lifestyle et exotique via les Buddha Bowl. Sur la partie cosmétique, là, on est sur un échantillon de 58 000 à peu près produits. Il y en a 1845 qui sont naturels, 327 qui sont certifiés bio. Donc, dans les certifications, je suis allée regarder en effet tous ceux qui revendiquent le référentiel Cosmos Organique ou USDA. On voit que finalement, comme disait Caroline tout à l'heure, on est beaucoup autour du naturel à hauteur de 30-35% des lancements bio. Le vegan est énormément progressé. Voilà, on voit entre 2018 et 2017-2022, sur les 5 dernières années, on est passé de 10 à 30% de produits qui revendiquent le vegan. C'est vrai que sur la cosmétique aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très flagrant. Plus que le bio, c'est vraiment le cruelty-free, le vegan. Là, et après, voilà, dans botanique, dans naturel, c'est vrai qu'on est beaucoup autour du clean beauty. De la clean beauty, il faut que alors, on ne voit pas forcément des listes d'ingrédients simples, mais par contre, on voit que c'est souvent des choses que, voilà, il faut être capable, par exemple, de le manger. Donc, voilà, le côté un peu sécurité autour de l'alimentaire. Enfin, la cosmétique qui se rattache un peu à la sécurité alimentaire. Sur les allégations les plus utilisées en hygiène beauté aux États-Unis, voilà, ce que je vous disais, éthiques animaux, donc tout ce qui va être plutôt cruelty-free, vegan, c'est très spécifique pour le coup des États-Unis, ce qui est assez intéressant. Le sans parabènes, et on voit que, je ne l'ai pas mis là, mais le biologique arrive, je crois, en 30e position des allégations les plus présentes. Donc on voit qu'en effet, le bio en cosmétique, c'est pas, enfin, aux États-Unis, c'est pas forcément du bio certifié. Par contre, ils utilisent et ils aiment bien revendiquer des ingrédients bio. Donc ça, c'est voilà, la frontière entre naturel et bio qui n'est pas toujours très, très claire. Si on regarde la répartition en fonction des catégories et qu'on regarde plus spécifiquement le bio, bon, sans trop de surprise, c'est un peu plus présent sur les soins de la peau. Et on voit que vegan, pour le coup, est un peu plus présent sur tout ce qui est peau, cheveux, même dans les parfums, le maquillage très présent. Donc, c'est voilà, des choses assez intéressantes en termes de revendication et de positionnement pour ce secteur, enfin pour cette zone géographique. Et quand on regarde les lancements, donc au même titre que l'alimentaire, donc le top 10 des sociétés les plus dynamiques en lancement bio, en fait, on voit que c'est en effet pas des lancements bio, mais qui utilisent des ingrédients bio. Donc, tous les petits, attention, c'est que des marques qui utilisent des ingrédients bio sans être certifiés bio. Donc, on voit les grandes chaînes comme The Body Shop, Unilever, L'Occitane, etc. Bon, le seul acteur qui fait pas mal de lancements sur les 5 dernières années et qui est dans le top 4, du coup, qui est le 4e, c'est Velleda. Et si on vous montre quelques exemples, on voit, voilà, là pour le coup, c'est vraiment des produits certifiés bio avec le USDA organique, mon Velleda avec le Natrou. Là, à droite, c'est également USDA, c'est certifié par c'est ce que je te disais, Caroline, par l'État du Washington. Oui. Et après USDA, voilà, d'autres produits qui sont certifiés. Vous pourrez regarder un peu les tarifs pratiqués, le type de produits qui sont lancés. Une MDD de Sprouts. Et une MDD de Sprouts. Et là, je voulais vous remettre cet exemple. On est plutôt sur les tendances que vraiment sur le marché américain, mais c'est très spécifique. CocoKind, c'est une marque qui est très intéressante parce qu'elle met vraiment... on est vraiment sur de la transparence, la clean beauty et la transparence à l'état pur, on va dire, qui va expliquer sur son packaging les ingrédients héros, à quoi sert, quels sont les ingrédients mis dans la formule, à quoi il sert, à quel pourcentage, très très transparent, et qui est très précurseur aussi sur tout ce qui est sustainability facts, donc tout ce qui va être durabilité du produit,
avec quelle émission carbone est produit pour le produit, enfin un peu l'empreinte carbone par étape de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie du produit. Donc voilà, on est un petit peu au-delà juste du marché US, mais plutôt sur les tendances, mais c'est une marque très intéressante à suivre. La suite. Alors, la suite, pour l'accès au marché, donc ceux qui sont déjà présents aux États-Unis, n'hésitez pas à rebondir, à donnez-vous, peut-être partager vos problématiques et vos clés de succès aussi. Nous, ce qu'on a noté, c'était que c'était important de travailler avec des courtiers parce qu'ils vont faciliter les négociations avec les grossistes et vont s'occuper aussi des dossiers administratifs. Donc là, vous avez une liste de ces courtiers qui sont plutôt spécialistes dans le secteur bio. Est-ce que quelqu'un veut témoigner par rapport à cela? Personne? Donc, au niveau des contraintes douanières, comme les autres, les entreprises françaises, elles vont être soumises aux conditions générales des droits de douane. Ces droits de douane, en fait, sont définis dans un document que vous pouvez consulter en ligne, Harmonized Tariff Schedule. Et il y a aussi la FDA qui, elle, est responsable de l'inspection des produits alimentaires importés. Et elle va publier sur son site internet en fait toutes les exigences qu'il existe pour l'importation, l'étiquetage des denrées alimentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites internet toutes les infos à connaître pour exporter aux États-Unis. Au niveau des perspectives et opportunités, donc on l'a vu en introduction, le marché bio américain, c'est le plus grand marché bio du monde. Il a connu une croissance continue, je le rappelle, une croissance multipliée par 10 sur la période 2020. Il y a une demande croissante des produits sains et naturels. Un des premiers critères de consommation des produits bio, c'est vraiment tout ce qui a trait à la santé. On l'a vu aussi sur les données, il y a quand même une part d'importation qui n'est non négligeable, qui couvre une part de marché et la production domestique n'est pas suffisante par rapport à la demande. Donc là, il y a aussi des opportunités. Il y a des structures stables qui sont établies d'importation. Et enfin, les produits issus de l'UE et notamment les produits français au niveau de l'agro jouissent d'une très bonne image. Donc, et de la cosmétique aussi. De la cosmétique aussi. Ouais. Donc, ne pas hésiter à jouer sur ces codes-là. Donc, au niveau des recommandations, alors si vous êtes dans les fruits et légumes frais, allez-y parce qu'il y a de la demande et aussi sur les produits végétaliens. Ne pas hésiter à aller se positionner sur de la vente en ligne. On l'a vu tout à l'heure, c'est un canal de vente qui se développe. On en parlait juste à l'instant, se concentrer sur lieu d'origine, l'UE, même la France, c'est vraiment une reconnaissance de produits qualitatifs. Lauriane en parlait aussi, de prendre en compte de la demande croissante des produits cosmétiques issus d'aliments, tout ce qui a trait à la clean beauty. Et évidemment, on le disait la semaine dernière, mais on le redit aujourd'hui, pour aller sur ces marchés, et là on parle en plus de grand export, il faut vraiment être prêt à s'engager, avoir si possible une ressource en interne qui va gérer ces dossiers, et puis bien sûr avoir toutes les infos nécessaires pour réussir son implantation sur place. Et nous, ce qu'on conseille, c'est quand même de travailler avec un courtier ou un importateur-distributeur, en tout cas de confiance, qui connaît le marché et qui détient aussi un fort pouvoir de commercialisation. On en parlait la semaine dernière. N'hésitez pas, avec vos importateurs, grossistes, en tout cas avec vos partenaires, de lui demander aussi des détails, son chiffre d'affaires, qui vous montre vraiment qu'il a les reins solides et qui, derrière, va distribuer au mieux vos produits. Donc, on a fait le tour. On va dire, pas dans les détails, mais un tour général sur les États-Unis. N'hésitez pas à nous faire part des questions peut-être sur le chat, sur des questions, qu'on continue sur le Japon, pour qu'on essaie de ne pas trop déborder. Et voilà, n'hésitez pas sur le chat, et au pire, on reviendra sur les questions après, à la fin. Allez, donc si c'est bon pour vous, donc on va partir au Japon avec
cette belle photo. Ouais. Donc, présentation du pays, on est sur une population de 125 millions d'euros, avec un PIB par habitant en euros pardon, tu disais 125 millions de personnes. Parce que j'ai dit quoi? D'euros. J'ai dit d'euros, désolé, C'est pas de grave. personnes, oui, on parle bien de personnes. Un PIB par habitant de 45 000 euros. Une croissance aussi du PIB négative en 2020, mais positive, mais on voit que c'est pas énorme non plus en 2021. Par contre, chose intéressante à noter au Japon, c'est que le taux d'inflation, il est bien plus bas que chez nous aux États-Unis. Il est 3,8% et c'est toujours sur les biens de consommation. La langue officielle, donc le japonais, ils ont le yen japonais et c'est aussi un secteur agricole qui est très, très, très faible, avec aussi un secteur des services qui est fort, mais quand même moins fort que les États-Unis. Donc, on est sur la 3e puissance économique mondiale. Ils ont aussi une forte dépendance aux importations parce qu'ils ont seulement 12% de leur surface de leur pays qui est cultivable. Donc ça, c'est quand même important pour nous à noter parce que du coup, voilà, les importations, pour eux, c'est très important. Au niveau du positionnement de l'offre française sur le marché japonais, pour eux, ça va être vraiment les produits français, ça va être l'association entre le plaisir, la culture. Nos produits vont être perçus comme exotiques, mais aussi vont être perçus comme assez haut de gamme. Donc, on va être sur des classes moyennes, voire supérieures. Au niveau des tendances du marché bio, alors on n'est pas du tout dans le même contexte que les États-Unis. Le bio au Japon, il est peu reconnu et très peu développé. Vous le voyez, c'est un marché qui est estimé à peine, un peu plus d'1 milliard d'euros et ça représente 1 seul % du marché alimentaire et la croissance est très faible. Il se place en 15e position à l'échelle mondiale. Mais quand même à noter, c'est que le Japon, malgré tout ça, c'est un des premiers marchés sur l'Asie de produits bio. Et de s'implanter au Japon aussi, ça peut représenter vraiment une porte d'entrée vers d'autres marchés asiatiques voisins comme la Corée, la Chine. Voilà, donc la part de dépenses par habitant, elle est relative au chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, nous, en France, on était à 188 € par an par habitant. Au Japon, ils sont à 11 €. Donc, c'est faible. Et en 2019, même pas 18% des consommateurs ont acheté un produit bio une fois par semaine ou plus. Donc, on est sur un marché qui a tout à faire, donc quand même des opportunités. Alors, pourquoi le marché au Japon, le marché bio se développe lentement? Déjà, on a un manque de disponibilité de produits bio japonais. Ensuite, le réseau de distribution spécialisé, bio, il n'est pas assez développé. Ensuite, au niveau des consommateurs, ils confondent bio, naturel. Donc, il y a aussi de la pédagogie à apporter par rapport aux produits bio. Et aussi, il y a des habitudes qui sont très, très, très ancrées chez les Japonais. Eux, ils ont l'image pour eux, c'est vraiment capital. Et par exemple, au niveau des fruits et légumes, il faut qu'ils soient lavés et calibrés, voire même emballés sous vide. Nous, on avait fait une mission au Japon avec le cluster bio en 2019 et c'est vrai que j'avais envoyé les photos à l'équipe. Dans les magasins, en fait, il y avait des fraises à l'unité emballées sous plastique. Donc là, il y a vraiment du travail là-dessus. Le prix peut aussi sembler être un frein au développement du marché bio. Et eux, leurs critères, c'est principalement la santé s'ils consomment un produit bio. Au niveau des importations, donc, qu'est-ce qu'on peut noter? C'est qu'il y a quand même eu une petite augmentation du nombre d'importateurs certifiés de produits bio. On était à 277 en 2016, on est passé à 348 en 2020. Qu'est-ce qu'ils importent le plus en bio? Évidemment, première catégorie, les fruits, 73% au volume. Ensuite, on est sur du soja à 20% et à la marge, ça va être du blé et des noix. Dans la catégorie des aliments biotransformés, au niveau des imports, on va avoir donc les légumes transformés, ensuite des produits à base de noix et ensuite conserve de légumes, que ce soit en bocaux verts et boissons aux fruits aussi.
Les labels, donc c'est là où les deux personnes de chez Bureau Veritas, n'hésitez pas à compléter, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas forcément là-dedans, enfin, on n'est pas experte comme vous, évidemment. Moi, ce que j'ai pu trouver, c'est que on sait que le label bio, c'est le label JAS, et qu'il y a aussi cette équivalence avec l'Europe. Donc, sur les produits d'origine végétale et les produits biotransformés d'origine végétale. Et juste pour finir la slide, ce label JAS, il est quand même pas très reconnu par les consommateurs pour l'instant. Donc, si vous voulez, Claire-Marie, vous avez... n'hésitez pas à nous apporter d'autres précisions. Oui, moi, je vous confirme ce que vous avez indiqué. Le label JAS, effectivement, il y a une équivalence avec le règlement bio européen. Oui, tout à fait. Donc, du coup, moi, ce que j'avais compris, en fait, c'est qu'on est sur les mêmes que l'USDA et le label européen. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, bah, c'est parfait. Alors, au niveau de la cosmétique, ce qu'on sait, c'est que les cosmétiques bio, on est sur un chiffre d'affaires de 976 millions d'euros, qui a eu une petite croissance quand même jusqu'en 2019 de 3 à 4%. Et parmi les marques reconnues, donc vous avez les logos à droite, on a Argelane, Aqua Organique, Anna Organique. Et comme tout à l'heure, Lauriane va rentrer plus dans le détail des catégories produits, donc on en reparlera tout après. Au niveau de la structuration de la distribution alimentaire des produits bio, donc les consos, ils vont mixer leur lieu d'achat, même si la grande distribution prédomine. Donc, vous voyez les pourcentages entre les lieux d'achat produits bio supermarchés, chez les autres détaillants alimentaires ou dans les circuits coopératifs. Et il y a aussi des achats de produits bio dans les grands magasins type department stores. Sur Internet aussi, des produits bio sont vendus. Ça va être des sites qui vont être plutôt généralistes comme Rakuten ou Amazon. Et sachant que c'est un peu comme chez nous, mais tous les formats de vente en fait se mettent à vendre des produits en ligne. Donc la distribution conventionnelle, il y a du bio, mais il est assez limité parce que vous voyez ce pourcentage là, en 2021. Il y a seulement 39% des supermarchés qui avaient un rayon spécifique bio. Même si on est en augmentation par rapport à 2020, ça reste encore faible. Et la distribution, elle va être partagée entre les grands supermarchés type Aeon, des supermarchés épiceries haut de gamme qui vont importer eux des produits premium, et les épiceries de proximité comme 7-Eleven ou Lawson. Vous voyez dans la slide d'après les leaders de la distribution alimentaire avec les deux premiers, ça va être Aeon et 7-Eleven. Concernant la distribution spécialisée bio, il y a quand même 500 magasins spécialisés bio. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a la chaîne Bio C'est Bon qui s'était implantée notamment à Tokyo, donc qui se développe petit à petit. En plus des produits bio, c'est comme aux États-Unis, ils vont quand même proposer des produits donc conventionnels, mais qui sont des produits nutritionnels, diététiques, mais non certifiés. Et la plupart des structures sont indépendantes, même s'il y a quand même quelques chaînes comme Natural House ou Natural Lawson, ou des vendeurs en ligne. Il y a aussi des AMAP qui proposent plutôt donc des fruits et légumes frais, mais pas 100% bio. Donc, il va y avoir une partie en bio. Et eux, ils vont se focaliser plutôt sur une consommation locale. Si on va dans le vif, on va dire, des produits, sur un échantillon de 52 000 produits lancés sur les 5 dernières années, on en a 329 qui sont bio, qui sont vraiment certifiés bio. Donc, on voit que c'est quand même très, très peu. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, tout ce qui est vegan n'est pas forcément quelque chose qui ressort. La naturalité, par contre, on voit c'est quand même une volonté de plus en plus forte de mettre en avant que le produit est d'origine naturelle ou à base de plantes. Sur les allégations les plus utilisées en alimentaire, on va être plutôt autour de l'environnement. Alors,
c'est vrai que c'est assez étonnant par rapport à ce qui était dit sur le côté santé, mais finalement, voilà, quand on est sur une île, il y a aussi et qu'on a aussi peu de surface cultivable, peut-être que voilà, le besoin de faire attention à son environnement est peut-être plus marqué. Donc en tout cas, c'est des revendications qu'on retrouve le plus sur les produits, notamment tout ce qui est emballage respectueux de l'environnement, le recyclage, tout ce qui va être autour des empreintes carbone, et le bio arrive, il me semble, en 38e position. Les catégories les plus dynamiques en bio, ça va être en casse-snack, sauce à assaisonnement et les produits laitiers. Et pour le coup, pas les fruits et légumes, pas les... Voilà, on voit que c'est ces 3 catégories pour l'instant qui sont le plus dynamiques, tout en étant sur un très faible pourcentage de lancement. Si on regarde les sociétés qui sont les plus dynamiques sur les lancements bio, encore une fois, on est sur les distributeurs, Aeon, Ryoin Kikaku, je ne saurais pas dire. Suntory Foods, pour le coup, c'est Orangina, c'est tous ces produits soft drinks. On a Picard qui est également présent, et après sinon on est plutôt quand même voilà, on est sur un mix de distributeurs ou de produits ou d'acteurs industriels. Quelques exemples de produits, alors j'ai mis des choses un peu plus typiques, voilà, du konjac, du thé, des marques du coup de distributeurs, la boisson on va dire de Orangina tourné japonais, vinaigre de riz, du miel, des bonbons. Côté cosmétique, alors le Japon, c'est quand même un des pays les plus dynamiques sur la cosmétique, sur toute la routine japonaise avec les layering, etc., avec toutes les couches de soins, même de préparation de soins, de soins, etc. Donc, c'est un marché très intéressant. C'est vrai que le bio n'est pas forcément développé, par contre, le naturel est présent. On peut dire, voilà, là, je ne parle même plus de produits qui sont certifiés bio, mais qui utilisent des ingrédients bio, parce que voilà, on est vraiment trop peu de produits certifiés bio, sauf si sinon c'est des produits importés, comme on va redire Velleda et les marques assez historiques sur le secteur. Et on voit du coup l'augmentation des revendications liées au packaging et à la durabilité. Donc ça fait écho aussi à ce qu'on a vu sur l'alimentaire. Sur les allégations, c'est assez intéressant et spécifique du Japon. Ça va être beaucoup d'allégations autour de l'efficacité au Japon. Voilà, c'est tellement ancré aussi dans les mœurs de se maquiller, et même pas que de se maquiller, de prendre soin de sa peau. On est vraiment sur la mise en avant sur les packaging de l'efficacité hydratant, illuminant, alors brightening, whitening, éclaircissement de la peau. Donc voilà, ça va être surtout ces sujets-là qui vont être mis en avant sur les packaging. Le biologique arrive pour le coup en 48e position des allégations. Donc, on est vraiment très, très loin. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais voilà, ça ne peut pas être l'argument premier sur ces marchés-là. Sur les catégories, voilà, les lancements, on est plutôt sur la revendication sur le botanique. Même le vegan n'est pas forcément très présent. Et biologique, voilà, selon le secteur, plutôt autour des soins cheveux et plutôt hygiène. Hygiène aussi. Encore une fois, du coup, pas de produits bio, mais vraiment des produits plutôt naturels qui utilisent des ingrédients bio et qui le revendiquent, notamment, je sais pas, le beurre de karité, l'aloe vera bio, voilà, un peu plutôt sur cette tendance-là. Et on voit un peu les grandes marques qui sont sur le secteur, Causé, The Body Shop, Naturelab, Unilever, DHC, etc. Et là, évidemment, ce ne sont pas des produits certifiés bio. Et voilà, je vous ai remis des exemples, Causé, House of Rose. Vous pourrez regarder un peu les prix. Herbaviva, là, c'est plutôt, il est Soil Association, Cosmos Organic et vegan aussi, mais c'est un produit qui est italien, si je ne dis pas de bêtises à la base. Et après, bon, The Body Shop, donc plutôt des acteurs connus plutôt en Europe qui ont réussi à exporter, donc comme quoi c'est possible. Bien sûr. Au niveau de l'accès au marché et des contraintes douanières, il n'y a pas forcément des droits de douane, mais ça dépend des catégories. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment se renseigner, et je vous ai mis le site des douanes. Comme ça, vous pouvez regarder pour votre entreprise. Évidemment, travailler avec un importateur, parce que c'est vraiment à la marge quand les importations sont en direct.
Donc, pareil, trouver un importateur, un grossiste pour distribuer vos produits. Je vous ai mis 2 exemples juste en bas. Et encore une fois, sur la partie privée du site internet, vous avez les fiches des acteurs et des acheteurs. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Et tu parlais tout à l'heure des business manners aussi. On ne s'adresse pas à un importateur ou à un japonais, on va dire, de la même façon qu'un américain. Il y a tout un protocole, complètement, une façon de faire. Donc, ouais, c'est sûr que là, c'est pareil. Après, vous pouvez retrouver des ressources en ligne sur les business manners. Il y a aussi tout un rituel, j'ai envie de dire, pour transmettre sa carte de visite. Donc ça, on pourra en parler dans les échanges après cette présentation. Je vois juste, en fait, qu'il y a un message sur le chat qui parle en même temps. Nous, on n'entend qu'une seule personne. Ouais. Ça vient peut-être d'ailleurs, Cédric. Ouais. Alors, je donc, les perspectives et opportunités, le marché japonais, même s'il est peu développé, c'est ce qu'on disait en introduction, il est l'un des plus importants marchés en Asie. On est sur un pays qui est quand même très fort économiquement, qui ont des dépenses liées à l'alimentaire qui sont élevées. On voit que le marché aussi et dont le marché bio est très dépendant des importations. Donc tout ça, ça nous dit qu'il y a vraiment des opportunités sur cette zone-là. Les consommateurs, eux, vont être motivés pour acheter des produits qui sont associés à la santé. Il y a une augmentation depuis la pandémie. Les produits français sont aussi associés à tout ce qui est culture et plaisir. Donc, en mixant tout ça, on peut arriver à proposer une offre qui va se développer sur le Japon. Donc, nos recommandations, c'est communiquer sur le fait que, Made in France, en tout cas, produit des produits français, c'est une zone où les produits sont qualitatifs. Aussi, ne pas hésiter à expliquer qu'un produit bio, ça ne va pas être forcément un produit de niche qui est destiné à une population très aisée. Donc ça, je pense qu'il y a du chemin à faire parce que ça peut vraiment apparaître comme un blocage et un frein. Aussi, tenir compte de la demande pour des aliments sains, donc importer des produits qui ont des bons profils nutritionnels, qui sont aussi associés à des bienfaits bons pour la santé. Et puis, bien sûr, travailler avec un importateur qui connaît bien le marché japonais pour un accès qui est bien évidemment plus facile et efficace. Et c'est un marché, nous, on a pu le voir avec la mission là, qu'on a menée en 2019, c'est un marché qui demande beaucoup de persévérance. Parce que c'est pas facile en fait de s'implanter sur le marché japonais, mais nous, ce qui nous disait en fait, les relations commerciales, ils voient ça comme un mariage. Donc, il y a toute une étape de séduction, d'avoir aussi gagné la confiance de l'un et de l'autre, donc être vraiment très réactif sur ce qu'ils demandent. Et qu'une fois que cette relation est liée, a priori, nous, c'est ce qu'ils nous disaient, que c'est des relations qui marchent vraiment sur le long terme. Donc, faut avoir ça en tête. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être conclure sur notre présentation et puis ensuite ouvrir sur les échanges. Ça te va? Je te laisse. Je conclue comme ça. Ouais, tu conclus comme ça, ouais. Donc du coup, c'était pour revenir. Donc, si vous êtes intéressé par de la veille concurrentielle personnalisée sur un état des lieux des tendances et de produits innovants, de produits concurrents, de savoir par exemple à l'international quels sont les produits qui utilisent tel ingrédient qui est du coup l'ingrédient que vous vendez, des choses comme ça, voilà, on peut travailler à la carte, on va dire, pour vous à partir de cette base de données. Et donc, il ne faut pas hésiter à en tout cas nous poser la question. Ça peut être, soit ça prend du temps et dans ce cas-là, on partira sur une prestation, soit c'est juste une question comme ça et c'est rapide à faire et vous aurez, du coup, je vous fournirai la réponse si je l'ai avec plaisir. Ça vous donne un peu une idée de toutes les informations qu'on peut trouver sur Mintel en termes de prix d'achat, de type de packaging, de taille de packaging, de revendications, d'informations nutritionnelles. C'est des choses assez complètes qui peuvent vous permettre un peu d'y voir plus clair sur un marché que vous souhaitez défricher.
Et puis voilà, pour conclure, nous on est là, le Cluster Bio, pour vous accompagner sur la dimension export. Je vous ai mis mon email sur cette slide-là, donc n'hésitez pas. Et puis de toute façon, nous on va avoir un petit web café pour ce qu'on disait la semaine dernière avec les responsables export, pour aborder des problématiques, pour que vous aussi vous appreniez à mieux vous connaître et puis partager ce que vous souhaitez partager. Et je vous donne rendez-vous aussi en juin lors des 2 journées consacrées à l'export. Mais avant tout cela, voilà, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire remonter. En tout cas, nous, on était ravis de travailler sur ces zones-là. C'est toujours enrichissant de se dire qu'il y a de la place aussi pour les produits bio à l'export. Et sur des marchés aussi différents oui, d'une autre. Et même là, par exemple, USA et Japon, on voit qu'on est également sur des marchés qui très différents l'un de l'autre, mais avec des opportunités. Donc après, ça dépend de votre positionnement, de là où vous voulez aller. Du coup, est-ce que quelqu'un veut commenter, a des choses veut s'exprimer? Moi, je viens juste, ça m'a amusé quand vous avez parlé c'est un commentaire sur le Japon. Oui, vas-y. Ouais, alors les emballages, effectivement, c'est vraiment quelque chose. C'est fou, hein. C'est un pays qui n'est pas du tout, alors qui peut être assez porté sur l'environnement, sur une certaine conscience environnementale, sur un certain nombre de sujets, mais alors quand il s'agit des emballages, là-dessus, alors ils ont un très bon réseau de recyclage, je crois, mais en tout cas en amont de tout ce recyclage, il y a énormément d'emballages, ils suremballent parce qu'il y a une très grande conscience de l'hygiène. En fait, l'hygiène est vraiment un point clé, tout doit être très propre. Et donc, ils ont confiance que dans des produits extrêmement bien emballés, et ils vont même avoir un sens du détail. Alors, c'est valable pour ça et d'ailleurs pour tous les autres sujets. Il faut que les emballages soient nickel, surtout pas abîmés. Donc, moi, pour avoir pas mal travaillé avec des Japonais, c'était le pays dans un grand groupe agroalimentaire qui avait le plus de remontées consommateurs, notamment sur des problèmes au moment de transport. Voilà, s'il y a un emballage, une égratignure, c'est déjà un problème pour des Japonais qui vont vouloir toujours que tout soit parfait. Voilà, à tout niveau d'ailleurs, hein, au niveau du produit comme de l'emballage. Donc, très, très forte exigence, très fort sens du détail. Voilà, ils sont très, très sensibles au détail, à une certaine forme d'exigence, en fait. Hein. Voilà, mais après, c'est intéressant, hein, mais c'est un peuple exigeant. Super, oui, merci. Je veux bien. Ouais. Je veux bien abonder dans ce sens. C'est vrai que nous, alors, on travaillait avec un importateur qui nous disait qu'il était aussi notre responsable qualité. Et il nous a fait grandir parce que chaque commande égale minimum une réclamation. Soit en termes d'emballage, soit en termes de produits, soit et pourquoi ci et pourquoi ça. Et c'est vrai que quand on est une entreprise artisanale comme nous, ils ont une exigence notamment sur le calibrage qui est… je sais que nous, il y a un produit qu'on fait, une turbine comme les dragées qui sont des petits chocolats enrobés. Et pourquoi ils n'ont pas tous le même diamètre à 1 millimètre près et pourquoi ils n'ont pas tous la même couleur. On a beau leur expliquer que les fruits, ce qu'on utilise n'a pas dans la nature le même calibrage, y compris en bio, c'est assez étonnant pour nous puisque la bio, ce n'est pas des produits parfaits, industriels, calibrés comme en conventionnel, je dirais. Mais voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit beaucoup d'investissements. Je vois, nous, pour chaque commande, c'est des heures et des heures passées pour notre service qualité à remplir des fiches. Il faut être impeccable en termes de traçabilité. Il faut être capable de dire même le plus petit des ingrédients qui rentrent dans la composition d'un produit, même si ça représente 0,1%, être capable de dire de quel pays il provient. Voilà, donc
personnellement, je trouve que le marché américain, même si on est limité, comme je disais, par rapport à certains produits chocolat au lait notamment, le marché japonais, si on s'y lance, voilà, il faut se dire que ça va être beaucoup, beaucoup de travail. Mais pas qu'en bio, hein, d'ailleurs, je pense. Hein, mais voilà, ils sont très, très exigeants en termes de packaging, en termes de produits, en termes de traçabilité, voilà, de tout. Ça fait combien de temps que vous êtes implanté au Japon, vous? Alors, au Japon, ça fait une dizaine d'années. Donc là, avec Bio, c'est bon. Bah, ça fait, je crois, 2 ans à peu près qu'ils ont été repris par, enfin, que c'est en direct. Et donc là, ouais, ça fait 2 ans avec ces 3 commandes par an. Et du coup, pour les autres entreprises qui nous écoutent, sur une dizaine d'années, on a bien compris hein, ce souci de hyper exigeant sur le moindre détail. Après, nous, je sais que lors de notre mission, ce qu'ils expliquaient pour les relations, c'est très important d'aller se rendre sur place, de les rencontrer, mais également de les inviter en fait à venir voir l'entreprise. Ouais. Est-ce que vous avez pu expérimenter ça? Alors, on les invite régulièrement. Alors, l'importateur avec lequel on travaille est venu à 2 ou 3 reprises en 10 ans. Bio, c'est bon, là, on les a invités. Ils ne sont pas encore venus. Ils nous disent qu'ils vont venir. Mais bon, après, ce n'était pas la bonne période avec le Covid, parce que ça fait que très, très peu de temps qu'ils ont ouvert les frontières. Hein, donc, mais je pense qu'ils viendront. Ah oui, mais là aussi, ils sont très, très forts en inspection. Je pense que c'est même mieux qu'un audit un client japonais. Au moins, ça permet de s'améliorer aussi. Donc Ah oui, non, mais voilà, si on veut être en perpétuelle amélioration, il faut travailler avec le Japon. Super, merci pour ce témoignage parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer, que ce soit sur le Japon ou sur les États-Unis? Ça n'a pas l'air. Ah, si. Je me permets, alors du coup, je suis désolée, parce que j'ai vécu aux États-Unis aussi. Et en fait, j'ai juste un point à dire, parce que moi, j'avais été un peu surprise que c'est sûr que quand on parle États-Unis d'un côté et Japon de l'autre, par exemple, on va se dire, tiens, on est beaucoup plus proche, peut-être qu'on se sent plus proche des Américains que des Japonais. Et je pense, culturellement, j'entends. Hein. Et je pense que c'est assez vrai. Mais attention, méfiance, les Américains ne sont pas des Français et des Européens. Et du coup, moi, j'ai eu parfois des surprises parce qu'en fait, dans le comportement, on va peut-être faire très attention avec des peuples éloignés comme le Japon on va avancer pas à pas en disant culturellement on est très différents, donc il faut que je fasse attention, alors qu'avec des Américains on peut vite se sentir à l'aise et donc attention parce que il peut y avoir on peut faire des erreurs aussi qui sont liées à des différences culturelles. Donc les Américains, pour moi, faut juste avoir ce point de vigilance qu'on est quand même différents malgré certains points culturels communs. Mais tu as un exemple, du coup, de choses à pas faire? D'erreurs. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non, mais je ne vais pas prendre tout le temps là. Je n'ai pas forcément quelque chose qui me vient. J'ai eu des histoires de rapport à la hiérarchie, par exemple. Ça, c'est très connu au Japon qu'il faut faire très attention parce que chacun a sa place un peu dans la hiérarchie. Il y a même des codes et des choses qu'on ne peut pas comprendre, nous, en tant qu'Européens. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas, hein, mais malgré tout, attention à ça aussi. Il y a un respect de la hiérarchie qu'il faut respecter. Mais après, ça, c'est qu'un des exemples. Mais les États-Unis, c'est pas les Américains ne sont pas des Français. Et après aussi, alors qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné sur les États-Unis que je trouve très important, culturellement justement, vous avez mentionné que le bio était surtout développé en Californie. Les Américains on en a fait un peuple et quand même c'est très grand comme vous l'avez dit et il y a des grosses différences culturelles d'un État à un autre, d'un endroit à un autre. Il y a des comportements qui sont très différents selon si vous êtes de l'Est, de l'Ouest. Et je dirais même il y a un peu un écart entre ceux qui vont être des Californiens. Alors on va mettre ensemble les Californiens, les New-Yorkais et un peu les gens de Chicago.
Là, vous les mettez un peu ensemble en termes d'état d'esprit. Et puis, il y a eux, et puis il y a le reste des États-Unis, qui est très différent. Et du coup, pareil, selon là où on s'implante aux États-Unis, ce n'est pas du tout les mêmes traits culturels. Ça va même normalement pas être tout à fait les mêmes distributeurs locaux. Ça, dans la distribution, vous n'êtes pas rentré dans le détail de chaque État. C'est normal, vous n'avez pas le temps. Mais sauf qu'il y a des différences notoires. Et à s'attaquer aux États-Unis, pour moi, c'est s'attaquer à 52 États. Ouais, bien sûr. Voilà, donc il y a du boulot. Et d'ailleurs, moi, pour avoir développé à l'époque une marque française un peu connue qui s'appelle La Vache qui rit, en non bio aux États-Unis, on ne s'attaque pas à tous les États en même temps. C'est bien d'avoir une stratégie progressive. Tu fais bien de préciser, 52 États, 7 fuseaux horaires. On n'est pas sur une seule zone. Je vois que Cédric, bonjour Cédric, lève la main. On va te donner la parole. Hop. Attends. Est-ce que Cédric, vous vouliez vous exprimer? Si, voilà, en tout cas, vous pouvez. Ouais, le micro est coupé, alors je ne sais pas. En attendant, si jamais Cédric. Oui, Jean-Pascal. Jean-Pascal. Je voulais dire que je retire là, de votre présentation que les approches autour du naturel et du bio restent des tendances fortes. Probablement, il faut que nous, on présente notre offre un peu différemment et l'origine française, par exemple, au lieu d'être mise en avant pour notre créativité, notre goût de la vie, c'est peut-être mettre en avant le fait qu'on ait des cadres réglementaires européens très forts. On est capable de répondre aux exigences, là, notamment des Japonais. Je pense qu'un Japonais aura plus de chances de travailler avec une société française ou européenne qu'une société du Moyen-Orient ou d'Amérique latine, par exemple. Donc, il faut que ça devienne aussi des forces qu'on mette en avant. Et par exemple, le bio aussi, mettre en avant ses bénéfices sur la santé, plus que le bio par lui-même. En fait, on voit que ces labels sont un peu moins reconnus aux États-Unis et encore moins au Japon. Mais par contre, les fonctionnalités qui sont derrière, elles sont quand même intéressantes et elles méritent d'être mises en avant. Et peut-être capitaliser en effet sur l'origine française et même si peut-être le bio en tant que tel n'est pas reconnu, peut-être s'appuyer sur en termes de revendication, de dire que le bio, c'est aussi une réglementation qui est du coup qui cadre encore plus la traçabilité, et qui ira peut-être jouer plus sur l'aspect réglementaire sur le fait que ce soit bio vraiment. En France et en Europe, le bio est souvent aussi associé à l'équitable. Je n'ai pas vu du tout ça dans ce que vous avez présenté. On n'a pas ressorti des données qu'on avait en tout cas. C'est vrai que ce n'est pas ressorti, surtout en plus sur la partie, j'allais dire, plutôt plante. Ça peut être quelque chose à creuser, de regarder l'équitable. C'est vrai que ce n'est pas du tout ressorti. Enfin, je peux revenir moi sur les revendications, par exemple, si on parle du Japon, je ne suis pas certaine. Peut-être plutôt sur les US, sur les revendications, elle existe, la mention équitable. Là, tu es sur le Japon. Ah, pardon. Je remonte. Mais on va chercher. Puis en attendant, donc, il y avait Cédric qui voulait s'exprimer. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Qui n'est pas apparemment Cédric. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Nous, on vous entend. Bon. N'hésitez pas sinon à écrire sur le chat. Ouais, sinon, écrivez sur le chat, je pense que ça sera peut-être plus simple. L'équitable. Ah, il y a l'éthique, mais bon, ça fait plus sur l'emballage. Mais je peux trouver. Ça veut dire que ce n'est pas dans le top 10, donc ce n'est pas quelque chose qui ressort nettement. Mais... Et puis, il faut voir après. Oui, c'est bon, vous entendez? Allô? Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, c'est la connexion qui m'embête un peu. Je suis avec Cédric, en fait, dans ce webinaire. Oui. J'ai probablement loupé quelques points pertinents, mais moi, je serais intéressée de savoir quelqu'un qui est plutôt dans les noix, par exemple,
et plus donc dans l'alimentation que dans le cosmétique, que ce soit pour les États-Unis ou le Japon. Quelles seraient au fait je dirais, les démarches, les premières démarches marketing à faire pour s'assurer que c'est intéressant de percer le marché ou pas? Vous avez parlé par exemple, d'être représenté par quelqu'un. Est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, il faut déjà trouver ce quelqu'un avant de vouloir se lancer dans un produit ou un autre? Après, comme dans tout marché, ce qui est important, c'est d'avoir les tenants et les aboutissants, voir sur votre marché ce qui peut se faire, donc par des études comme ça, mais il y en a plein d'autres. Ensuite, nous, ce qu'on peut conseiller, il y a aussi des relais de la Team France Export qui ont des gens implantés sur notamment les États-Unis qui peuvent vous donner encore plus de données, parce que c'est vrai que sur des gros marchés, sur des grands exports comme ça, il faut bien se préparer. Et ensuite, nous, les recommandations qu'on donne, c'est vraiment de passer par un courtier ou un grossiste, mais d'y aller comme ça en direct, ça apparaît très complexe. Après, peut-être que par contre, j'ai pas retenu votre prénom, pardon. Patricia. Patricia. Si quelqu'un qui a implanté aux États-Unis peut peut-être aussi donner quelques tips à Patricia, n'hésitez pas. Voilà, enfin, moi, c'est ce que je dirais d'instinct. Et là, du coup, juste de souvenir de ce que tu as présenté sur le Japon, finalement, en volume, le troisième produit le plus c'était les noix et le lait. Oui, les noix et ça le peut lait. être intéressant. Mais de toute façon, Patricia, vous aurez la présentation. Si vous avez des bouts qui vous ont manqué, oui, vous aurez l'intégralité de la présentation. Donc, comme ça vous donnera aussi des oui, pistes. Effectivement, j'ai vu par exemple qu'en Japon, ils sont très, très exigeants sur le packaging, ce qui n'est pas encore le point fort de certains pays, ou pour ne pas dire de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que je pose un peu cette question. Si, en général, je me dis, je m'intéresse à ces deux pays totalement différents, quelles seraient les premières démarches pour ensuite décider si oui ou non c'est intéressant, donc indépendamment de ce que vous avez présenté aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut du coup réagir par rapport à ce que demande Patricia? Après, j'ai envie de vous dire aussi, il y a des salons, il y a des événements internationaux où là, vous pouvez aller voir. C'est important de se rendre dans les pays. Et de faire des missions, parce que c'est vrai que là, à distance, on peut voir aussi les produits, combien ça coûte chez Mintel, des tendances marché. Mais comme le disait Clémentine, les États-Unis, c'est pas un pays, mais c'est diverses cultures mixées en un grand, 52 États, encore une fois. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'aller voir ce qui se passe, d'aller faire du benchmark, d'aller faire des relevés de prix, d'aller regarder vraiment dans les magasins comment sont distribués certains produits, la place, vous, par rapport à d'autres concurrents. Je pense que c'est aussi une étape très importante. Voire d'aller aussi dans des salons et rencontrer d'autres acteurs. C'est vrai que via Mintel, on peut, par exemple, si on parle de noix, on peut regarder un peu tout ce qui est produit qui contient des noix, qui sont les acteurs, par exemple aux États-Unis, dans quel circuit de distribution, à quel prix c'est vendu. Mais dans tous les cas, ça ne remplace pas le fait. Une mission sur place, ce sera en tout cas une étape indispensable. Peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est une étape. Et puis après, tu parlais de la Team France Export, et puis il y a quelques aides aussi financières. Il y a la BPI France qui a des financements justement pour la prospection à l'export. Donc, n'hésitez pas à aller les contacter parce que derrière, vous avez une enveloppe pour mener vos missions de prospection. Donc, ça, c'est assez intéressant dans ce sens-là. Très bien. En plus de ça, nous participons déjà, par exemple, au Salon Biophare, mais vous êtes sur Biophare ? Oui, on n'a jamais pensé aux États-Unis et au Japon, je l'avoue, parce que déjà pour l'Europe et les autres pays, c'est un vrai challenge. Mais on a été mis au courant de votre webinaire, donc profite quand même. Biophare, c'est déjà très bien. C'est déjà très, très bien. Vous pouvez prendre des rendez-vous et c'est déjà c'est le plus gros salon bio du monde, donc c'est parfait. Et du coup, d'ailleurs, c'est à Cédric de regarder
au niveau Des pays, des ouais. entités que vous avez recommandées tout à l'heure alors. Et puis, nous, on sera présent aussi à Biophare avec 8 entreprises du cluster bio dans le hall 1, sous le pavillon. Donc, on pourra se voir, Patricia, si besoin, qu'on y sera. Super, on Voilà. s'organise. Magnifique, merci. Parfait. Merci à beaucoup. tous. On va clôturer, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'il est déjà quasiment 11 heures. Bien sûr. Encore une fois, c'était Exact. vraiment un plaisir de partager ces webinaires avec vous. N'hésitez pas, s'il y a des choses à faire remonter, des questions, des remarques. Des pays que vous souhaiteriez. Des pays, ouais. Et du coup, alors on a déjà oui, des pays à venir, on va ciblés dire. pour 2023, mais en tout cas, n'hésitez pas. Et pour tes 2 jours du coup en juin, pareil, si vous avez des besoins à faire remonter, n'hésitez pas à les faire remonter à Caroline, comme ça. Avec encore grand une fois, plaisir. vous aurez une journée qui sera sur mesure, 2 jours sur mesure par rapport à vos besoins. Eh bien, merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on vous dit à très vite pour les différents événements Cluster Bio. Il a trouvé qu'on a trop simplifié. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.